Christelle Caloulet, bonjour. Bonjour. Comment sortir de la logique bailleur-bénéficiaire et comment construire des relations plus égalitaires entre les partenaires du Nord et du Sud? Merci. C'est pour un sujet aussi important que nous avons les journées de la société civile pour promouvoir un leadership du Sud qui est basé donc sur le leadership même des populations et des communautés locales, de sorte à ce que de bout en bout, les communautés locales soient impliquées dans la mise en œuvre de solutions pour travailler avec les bailleurs comme des partenaires et non pas comme ceux qui viennent avec des solutions toutes faites, parce que quand on veut résoudre les problèmes, il faut bien sûr prendre en compte le contexte local. Mais vous savez ce que disait Oufouette, c'était un mot cruel, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Absolument, mais de plus en plus, vous verrez que, par exemple, au niveau donc des communautés, les gens ne se contentent plus de juste recevoir l'aide. Il y a même des moments où on refuse l'aide lorsque elle tend à vous humilier ou à vous rabaisser. Et c'est pour cela que nous parlons de partenariat, de sorte à ce que les solutions soient endogènes. Et avez-vous un ou deux exemples précis d'une aide qui a été mal perçue par les bénéficiaires et qui a provoqué de gros malentendus entre le bailleur et le bénéficiaire? Par exemple, quand vous prenez même les questions du genre, c'est ce qui me vient plus à l'esprit, où les femmes rurales ont des préoccupations propres à elles, que vous soyez en zone rurale ou en zone urbaine, que vous soyez intellectuel ou plus dans l'agriculture, les problèmes sont assez spécifiques. Et ce que nous disons donc, c'est qu'il faut pas de prêt-à-porter, mais regarder le contexte, parce que très souvent, les gens, ils savent très bien d'où viennent les problèmes et à travers un partage d'expériences, enrichir les solutions qui sont mises en place. Peut-être un exemple qui me vient à l'esprit comme ça, c'est par exemple les questions de travail des enfants. Nous avons vu des partenaires qui souhaitent travailler sur des thématiques qui ne sont pas vraiment des problèmes en tant que tels dans le contexte. Par exemple, si vous dites travail des enfants dans des champs de karité, ça ne répond pas véritablement à un problème au niveau du Burkina, par exemple. Mais quand vous parlez travail des enfants dans les champs de coton ou dans les sites d'orpaillage, ça fait du sens et c'est sur des questions comme ça qu'on s'attaque. Et pourquoi ça ne fonctionne pas pour les champs de karité? Parce que les karités, ça pousse à l'état sauvage, on n'a pas besoin de faire un champ. Donc déjà, quand vous venez vous parler de champ de karité, vous comprendrez qu'il n'y a pas une bonne analyse du contexte. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est très important qu'il y ait un partenariat d'égal à égal et que le leadership du Sud soit accepté. Et justement, quand vous avez dit à votre partenaire bailleur que le travail des enfants dans les champs de karité, ça n'existait pas, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il avait une enveloppe qu'il voulait allouer. Face à notre insistance, on a dû rediriger donc les ressources vers les questions de travail des enfants dans les champs de coton. Et là, par contre, c'est une réalité qui nécessite des actions. Alors pendant ces 2 journées société civile africaine et européenne, vous allez travailler notamment sur la relation entre développement et migration. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain au Burkina Faso? Au Burkina Faso, les déplacements des populations ne se font pas souvent en ligne directe. Vous avez d'abord des gens qui quittent les villages, qui vont dans les grandes villes et ensuite qui vont dans les pays limitrophes et qui par la suite continuent donc le mouvement pour arriver vers les pays du Nord. Et tout ceci, très souvent, du fait d'une pauvreté extrême où les gens pensent que les solutions se trouvent ailleurs. Moi, j'ai rencontré plein de jeunes qui me disent, Madame, ici, j'ai tout essayé et je n'arrive pas à avancer. Je veux aller tenter ma chance ailleurs. Mais dans les territoires où vous menez des opérations de développement, est-ce que les jeunes vous disent je vais rester pour participer à ces opérations ou je vais quand même partir? Non, très souvent les jeunes veulent rester. Dans certaines régions, nous avons vu des jeunes engagés dans les questions d'orpaillage et lorsqu'ils sont accompagnés pour commencer leur propre micro-entreprise et qu'ils sentent que ça commence à aller, ils disent écoutez, moi je voulais aller ailleurs mais je me rends compte que je peux bien gagner ma vie. Il en est de
même de plus en plus sur les questions agricoles, des jeunes qui ont été accompagnés, qui ont été formés et qui arrivent à avoir leur propre champ, à faire différents types de cultures. Une fois que, bien sûr, ils ont l'accès à la terre et l'accès à l'eau, ils se rendent compte que finalement, la richesse, c'est chez moi. Mais encore faut-il qu'il y ait tout cet accompagnement. Vous voulez établir des mécanismes concrets de gouvernance. Bref, vous voulez lutter contre le détournement de l'aide publique. Mais ça fait des années qu'on dit ça et ça n'empêche pas la corruption. C'est vrai que la lutte contre la corruption, c'est un phénomène dont on ne peut pas voir les résultats de façon immédiate, mais il y a quand même des résultats quand vous regardez le travail que la société civile fait et le contrôle citoyen qui est fait. Nous sommes au niveau de la société civile considérés comme des lanceurs d'alerte. Nous poussons les gouvernements à appliquer les sanctions, à mettre en place des mécanismes de contrôle et cela permet d'être plus efficace dans cette lutte contre la corruption. Et est-ce que concrètement, vous avez pu ces dernières années mettre à jour des systèmes de corruption et empêcher que l'argent ne soit détourné? Si je prends en tout cas le cas du Burkina Faso, je peux dire que nous avons contribué efficacement à ce que le gouvernement se penche sur des dossiers de corruption. Et aujourd'hui, on entend souvent les gens dire qu'il faut faire attention parce que les gens de la société civile sont là et voilà. Voulez-vous dire qu'il y a des fonctionnaires, par exemple, quand ils vous voient arriver, ils vous regardent de travers parce qu'ils savent que vous allez surveiller ce qu'ils font? Pas seulement des fonctionnaires, mais c'est un peu sur toute la chaîne. À plusieurs reprises, en tout cas, nous avons entendu dire « Ah, les gens de la société civile nous regardent ». Faites attention, Christelle Caloulet est dans les parages. C'est pas Christelle Caloulet, c'est la société civile. Et vous est-il arrivé de prendre quelqu'un la main dans le sac? Je pense que je dirais pas la mettre dans le sac, mais il nous est arrivé déjà d'anticiper sur certaines choses et déjà de dire, écoutez, mettez en place des mécanismes qui vont aussi prévenir et qui vont minimiser les risques de corruption. Ça permet en tout cas de minimiser. Les droits de l'homme et la démocratie sont deux domaines stratégiques prioritaires à vos yeux, mais est-ce que le coup d'État militaire du mois de janvier ne vous complique pas la tâche? C'est vrai que quand vous prenez la région, on a assisté récemment à des remises en cause de la démocratie, mais je dirais qu'il ne s'agit pas complètement d'une remise en cause de la démocratie, mais peut-être du mode qui est actuellement en place. Et cela nous interroge en tout cas sur comment est-ce que la démocratie peut continuer d'être un mode, même si les gens sont tous unanimes qu'il est important que les libertés individuelles et collectives soient protégées. Il y a quand même des interrogations quand on regarde par moment des gouvernements, des présidents nouvellement élus et quelque temps après, il y a des grognes. Il y a des réflexions sur comment est-ce que cette démocratie peut être mieux organisée et être plus efficace dans nos pays. Et face à la menace djihadiste qui ne cesse de progresser dans votre pays depuis plusieurs années, que répondent des organisations de la société civile comme la vôtre? Cela interpelle et notre message, c'est toujours de parler au gouvernement et aux différents partenaires pour travailler à ce que les gens ne soient pas laissés de côté, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion. Parce que ce sont ces exclusions-là ou cette extrême pauvreté qui a conduit malheureusement beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents à se faire enrôler dans des groupes armés non étatiques. Et cela nous ramène à des questions essentielles sur comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes afin de mettre en place des solutions qui vont prévenir l'enrôlement. Parce qu'après, ça devient très compliqué quand vous avez une grande proportion de la population qui se radicalise. Christelle Caloulet, merci.